Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le tour de mes visionnages du mois de mai et ça part tout de suite avec le dernier Marvel sorti en date et c'est Thunderbolt. Oui, film que j'ai vu en salle avec mes amis et honnêtement, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un très bon Marvel au cinéma qui sort un petit peu des sentiers battus, on se mentira pas, et aussi que je trouve que au niveau de la continuité, ça faisait longtemps que un film faisait pas là, je veux pas dire des références, mais il se plaçait très bien dans la continuité. Tu sais, il y a des phrases qui font référence au dernier Captain America qui disait, je pense, ça ressemble à il y a 6 mois, on avait le président qui est devenu rouge. Juste ça, c'était parfaitement introduit pour nous mettre dans la timeline des films. C'est ça que je reproche un peu dernièrement, c'est le fait qu'on a un petit peu des projets un peu partout qui sont pas nécessairement connectés ensemble. Et c'est ça le concept de l'univers étendu, c'est que ça soit au bout du chemin lié ensemble sans nécessairement que ça soit un Avenger. Tout ça pour dire que j'ai très bien aimé le film. Oui, il y a des défauts. Pour moi, c'est surtout au niveau des effets spéciaux. Je trouve que quand Bob Sentry, appelé comme vous voulez The Void, mais quand il est en normal, ben, ouais, quand il est en Bob, mais qu'il vole pour la première fois, je trouve que les effets spéciaux sont dégueulasses. Et il y a 2-3 effets aussi que je trouve qui sont un petit peu moches. En même temps, on dirait que c'est devenu un petit peu récurrent dans les Marvel dans les dernières années que les effets spéciaux soient pas très beaux. Sauf pour les Gardiens 3. Je pense que j'ai rien à dire au niveau des effets spéciaux. Et l'histoire, honnêtement, moi, je m'attendais. Je sais c'est qui Sentry, je savais qu'il y avait un dark, un côté sombre. Mais je pensais que l'histoire allait être un petit peu plus prévisible que ça. J'ai été agréablement surpris. Oui, on peut savoir à quoi s'attendre éventuellement quand tu connais l'histoire de Sentry, quand tu connais le personnage. Mais je trouve qu'il en est d'une façon différente où est-ce que j'ai été agréablement surpris. Et la scène de fin où est-ce que je vais dire le combat final, mais qui n'est pas vraiment un vrai combat avec le fait que les Thunderbolts doivent sortir Sentry de sa propre tête ou de l'univers sombre. Comment on pourrait appeler ça? En tout cas, dans l'autre dimension. On va dire l'autre dimension, mais je suis pas sûr que c'est les bons termes. Dans cette dimension-là où est-ce que lui, Bob, est pris, j'ai trouvé ça très intéressant au niveau de la mise en scène où est-ce qu'on changeait d'une scène à l'autre avec des transitions, ma foi, quasi parfaites. Donc, très beau plus pour ce film-là. Et honnêtement, pour moi, hâte de voir la suite, mais en même temps, c'est tellement. Il y a tellement de cafouillage chez Marvel que je sais pas à quoi m'attendre. En tout cas, le patron de Disney a dit que Thunderbolt était comme euh, la nouvelle lancée des nouveaux projets de Marvel quand ils ont dit qu'elle allait se ralentir un peu pour sortir des projets de plus de qualité au niveau pour baisser la quantité. Et ben, je suis très surpris. Moi, j'ai hâte de voir les 4 Fantastiques. Ça s'en vient très très vite. Et après ça, on va voir si Marvel va être capable de partir sur une lancée euh, qui pour moi devrait être la fin. Mais ça reste à discuter sur ça. On continue avec le prochain film qui est Entretien avec un vampire avec Tom Cruise, Brad Pitt. Et oui, c'est un film que j'avais le goût de voir parce que en écoutant Sinners, il y a le débat de y a-t-il des bons films de vampires dans les dernières années. Là, Entretien avec les vampires, ça fait assez longtemps. Et honnêtement, j'ai aimé le portrait de suivre ce Brad Pitt-là qui a vieilli dans le temps. Je trouve que le cadre historique est très bon. Le fait qu'il y a 2-3 twists que j'ai trouvé assez intéressantes. Tom Cruise là-dedans, je le trouve incroyable. Je trouve que si tu l'enlèves de la saga Mission Impossible, il a fait plein de rôles assez diversifiés. Et j'ai vraiment aimé le film. Je l'ai écouté avec ma copine. Les deux, on a vraiment bien aimé. C'est quand même un long film. Puis la petite Kristen, je pense que j'ai scrappé son nom, mais bref, Mary Jane dans la trilogie de Sam Raimi de Spider-Man, joue une jeune fille vampire là-dedans, et il arrive quelque chose, puis t'es comme, fais chier, pareil. C'est triste. Parce qu'elle était beaucoup attachée au personnage de Brad Pitt. Et tout ça pour dire que oui, j'ai bien aimé ça. Oui, j'avais pas grand chose d'autre à dire sur ce film-là. Fait que si vous êtes intéressé, vous avez déjà entendu parler, laissez-vous aller pour Entretien avec un vampire. Et mention spéciale au Antonio Banderas, cheveux longs, vampire, genre directeur d'une secte à Paris. Ou c'est en Europe? Oui, c'est à Paris? Je pense que oui. Bref, très bien aimé ce film-là, ça a fait du bien. Je pourrais pas vous dire ce qu'est le réalisateur, j'ai un blanc de mémoire. Et le DVD est en haut. Mon Blu-ray est en haut, pardon. Fait que j'irai pas le chercher. Sinon, ouais, je me prépare pour Jurassic World Rebirth qui sort dans 2 mois, au mois de juillet.
Et là, ben, j'ai terminé les Jurassic World, parce que le mois passé, j'ai écouté tous les Jurassic Park, et là, j'ai écouté les Jurassic World. Et c'est quand même une trilogie inégale à comparer. Ben, même Jurassic Park, la trilogie en tant que telle, n'est pas très égale, équivalente d'un opus à l'autre. Mais bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup l'opus de Jurassic World, ben, 1, qui est Jurassic World tout court, parce que le parc est ouvert. Je trouve que c'est vraiment le fun de voir que ça a fonctionné. On est dans une industrie commerciale qui marche à fond. Et là, la question se pose de, il nous faut quelque chose de plus gros, encore, qu'un T-Rex. Il nous faut quelque chose de plus effrayant, de plus attirant. Et là, l'Indominus Rex, toute la notion, la métaphore autour du cinéma et tout, que la saga Jurassic Park amène depuis son début maintenant, j'ai trouvé ça très intéressant du fait que ben, on suit ce personnage aussi de Claire hein, qui est en talon tout le long du film, mais qui n'est jamais arrêtable quand même. C'est assez fou. Mais malgré tout, c'est pas mon opus préféré. Moi, je suis un très grand fan du 2, Jurassic World Fallen Kingdom. Le fait que l'île, toute la scène d'intro tout court, je la trouve incroyable. Avec ben, le T-Rex, l'Indominus, pas l'Indominus, excuse. Ben oui, d'un sens, il y a l'Indominus dans cette scène-là, mais en ossement. Et le Mosasaur qui est le seul défaut de cette trilogie, c'est le fait qu'on ne l'ait pas assez utilisé. Je trouve que c'est un personnage. Ben, c'est pas un personnage, c'est un monstre qui avait tellement de potentiel et j'espère que d'après les bandes annonces de Rebirth, on va en avoir un aussi, mais je pense pas que c'est exactement le même parce qu'il a l'air plus vert. Et d'après les Funko Pop aussi, il est vert. Mais bref, je pars dans un autre sujet. Donc, Fallen Kingdom, la scène quand ils doivent quitter l'île parce que le volcan explose, merveilleux. Tout ce qui se passe dans le manoir, moi j'aime vraiment ce petit côté-là, plus horrifique. Ça fait le changement des autres opus. Donc, pour moi, c'est mon préféré. Et je serais même prêt à dire que c'est mon préféré de la franchise à date même. Jurassic World Fallen Kingdom, que j'aime apprécier, que j'aime beaucoup, j'allais dire que j'apprécie, mais que j'aime apprécier. Bref, tout ça pour dire que je l'aime beaucoup. Et comment bien scraper une fin de trilogie Jurassic World Dominion, donc le monde d'après, qui vient nous faire chier, hein, avec des insectes. Quand tu es dans une franchise de dinosaures, ben, tu veux parler de dinosaures, oui, il y aurait pu avoir de la place pour des insectes dinosaures ou des insectes du Crétacé, du Jurassique. Mais wow, comment c'est pas intéressant. Ou en tout cas, de la façon qu'ils l'ont emmené, c'est pas intéressant. Puis là, ils ramènent les 3 acteurs fétiches du premier film. Donc, Alan Grant, ben, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Donc, ces 3-là sont de retour. Je trouve ça assez le fun qu'ils soient revenus. Il y avait de quoi d'intéressant, mais je trouve que c'est pas leur histoire, mais leur quête dans le film, le fait d'enquêter et de se questionner sur toute l'affaire des insectes, je trouve que c'était un petit peu nul. Puis il y a des choses un petit peu poussées, genre le Radern, Sattler, Dr. Ellie Sattler, quand la scène mythique du 1, quand elle enlève ses lunettes de soleil puis elle regarde le brachiosaure, ils ont refait la même chose pour le champ de maïs, puis t'es comme comment c'est nul! C'est nul! Le mosasaure qui est là juste encore en tant que meuble. Sinon, le combat final avec le Giganotosaure, le T-Rex et l'autre shit avec les longues griffes là, qui ressemblent plus à un oiseau géant. C'était nul. C'était nul. Le cliché de mettre le T-Rex. Ben, la fontaine en cercle, elle est là plusieurs fois dans le film. Ta voix, t'es comme ok, c'est juste une fontaine en cercle. Puis là, t'apprends que. Fait tu vois, tu remarques qu'ils ont mis ça dans le film juste pour mettre la tête du T-Rex qui passe au travers, qui fait le logo du film. Puis là, t'es comme, oh my god, comment c'est cliché, c'est nul. Puis là, t'es comme, fuck. J'aime bien par contre le marché noir. C'est-tu au Maroc ou en Afrique? En tout cas, il y a un marché noir de dinosaures parce que ben, maintenant, c'est ça, les dinosaures font partie du monde. Et j'aime bien cette petite séquence-là avec des raptors, toujours, les raptors. Peut-être le meilleur dinosaure. En tout cas, le dinosaure qui est le mieux adapté, le mieux renouvelé à chaque film, malgré que ça reste la même. Ça finit par être la même menace, là, mais je trouve qu'il l'exploite toujours d'une façon différente. Blue, pas oublié, mais. Blue, c'est un personnage. Oui, c'est un dinosaure, mais pour moi, c'est un personnage. Blue a été tassé du film, on le voit au début. À la fin, il y a juste Owen Wilson qui dit. Qu'est-ce que j'ai dit, Owen Wilson? Le personnage d'Owen, joué par Chris Pratt,
qui fait juste genre, hey, je vais te promettre que je ramène Beta, le petit bébé. Je suis comme, wow. Tandis que Blue, dans le deuxième film, dans Fallen Kingdom, était un personnage beaucoup plus marquant et qui prenait plus de place dans l'histoire. Donc, je l'apprécie beaucoup plus. Et ici, c'est ça, je trouve qu'il est mis de côté. On a des adieux. Hein, c'est très surprenant que Rebirth sort déjà après même pas 2 ans sans Jurassic World. Donc, très, très hâte de le voir. C'est vraiment, je sais que ça va être une nouvelle île, troisième île qu'on n'a jamais entendu parler et tout. Mais beaucoup de questions. J'ai très, très hâte de le voir. Moi, j'allais dire Edgar Wright, mais c'est pas ça partout. C'est Gareth Edwards. Que des bons films à date. Fait que j'ai rien à dire contre lui. Je suis ouvert. Et c'est ça, Dominion, Colin Trevorrow qui est revenu. Closer ça un petit peu en pétard mouillé. Je trouve ça un petit peu de valeur. Mais gars, qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Un petit peu comme Mission Impossible 8, je pourrais dire. Une fin de saga. Ou en tout cas, je sais pas s'ils voulaient closer Jurassic World comme on connaît. Avec, en ramenant tous les anciens acteurs. Mais tout ça pour dire que s'ils voulaient faire un grand final, je pense qu'ils l'ont un petit peu raté. Ça aurait pu être un petit peu plus épique, un petit peu mieux enfilé d'un personnage à l'autre. Il y a des choses des répliques, t'es comme, bah, c'est un petit peu forcé. Ouais, c'est peut-être ça le problème, c'est un petit peu trop forcé. Bref, tout ça pour dire que ben, ces Jurassic World là, ben, c'est terminé pour l'instant. J'attends le nouvel opus avec grande hype. Oui, je commence à avoir une hype pour des dinosaures. Puis, je suis quand même surpris moi-même parce que j'aime beaucoup la franchise, mais de là à attendre. C'est-tu le premier que je vais voir? Non, pas en tout. J'ai vu Jurassic World 2, 3 et bien celui-là qui va sortir. Le Jurassic World 1, je l'avais pas vu au cinéma par contre. J'avais manqué ça parce que j'étais pas encore fan de la franchise. C'est avec le Fallen Kingdom que je suis vraiment rentré en tant que gros geek de Jurassic Park. Bref, on continue avec un film de A24, Death of the Unicorn, avec Jenna Ortega et Paul Rudd, avec un Will Porter, qui est aussi dans le film, qui joue le fils des riches. Bref, Paul Rudd et Jenna Ortega s'en vont dans un chalet ou dans la maison, plus en campagne, du patron de Paul Rudd parce que ben, il est malade, il va décéder. Et il faut que lui, en tant qu'avocat, si je ne me trompe pas, doit préparer les papiers pour la succession et la délégation de son entreprise pour ben, quelqu'un qui va être décédé, mais tous ses papiers sont en ordre. Bref, en gros, ça ressemble à ça. Et sur le chemin de la route, il frappe quoi? Ben oui, une licorne. Et là, avec l'intrigue qui avance, ben, on apprend que ben, la licorne, ben, le sang de licorne, a des attraits, des bénéfices. J'ai pas le mot exact que j'ai un mot dans la tête, mais je suis pas capable de vous le sortir. Mais il y a le sang de licorne fait en sorte que tu guéris. Comme le monsieur qui était malade, ben, il guérit. Et ça amène à plein de choses dans l'histoire. Mais là, rendu là, c'est un petit peu du spoil. Fait que je vous lance ça comme ça. Si jamais ça vous intéresse. Honnêtement, j'ai trouvé que c'est un film assez intéressant sur la morale qui t'amène. Mais en même temps, si quelqu'un d'extrêmement riche, malade en plus, est capable de tomber sur quelque chose pour guérir sa maladie et qui peut potentiellement l'exploiter pour en faire plus d'argent, c'est sûr qu'il le fait. Genre, je serais pas surpris. Mais tout ça pour dire que le film, le seul petit défaut, je pense, c'est les effets spéciaux des licornes, justement. En tout cas, c'est peut-être l'esthétique de la licorne qui m'intéresse. Ben, pas que je trouve pas intéressant, mais que je trouve un petit peu laid, mais en même temps, est-ce que c'est les effets spéciaux? Faudrait que je regarde encore des images pour être sûr. Mais sinon, très bon moment. Ça regarde super bien. Donc, Paul Rudd, moi, je trouve tout le temps comique. Fait que j'ai bien apprécié son rôle de père. Et Jenna Ortega, c'est Jenna Ortega. Je trouve que c'est une actrice un petit peu overrated, mais ça, c'est mon avis. Donc, si jamais ça vous tente de regarder ça, allez-y. C'est très appréciable. Sinon, on continue, nous, avec le film qui est écrit juste en dessous ici, et c'est Mission Impossible. Mais de 1 à 8. Donc, je me suis retapé toute la saga pour le mois de mai, ben, pour être prêt. On est mai, oui, c'est ça. Fin mai est sorti Mission Impossible. J'étais prêt pour Dead Reckoning. Non, The Final Reckoning. Parce que oui, Dead Reckoning partie 1 a changé de titre pour juste Dead Reckoning parce que ben ça fait un flop monumental à cause du phénomène Barbenheimer, je crois. Parce que le film est sorti 2 semaines ou 1 semaine avant. Puis je sais pas pourquoi, mais ça a fait un flop pourtant.
Je vais vous le dire tout de suite, c'est un de mes préférés, Dead Reckoning partie 1. Et je veux parler de la saga vite, de la franchise, parce que j'aimerais faire une vidéo seulement sur Mission Impossible, donc faire mon classement des films avec vous en parlant un petit peu plus. Donc le 1, 2 et après ça 3. C'est des films qui se regardent, je trouve, un petit peu plus indépendamment un de l'autre, tandis que t'embarques plus dans l'équipe à partir de 4, 5, 6 et jusqu'à Final. Donc, je vais vous garder les autres pour la vidéo, puis on va parler plus du film de Final Reckoning que je suis allé voir avec mon parrain. 2h50. Mais quelle bombe! Honnêtement, un petit peu long, un petit peu trop de flashbacks, de mise en abîme du fait que je pense qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup de monde qui n'avait pas vu le dernier. Fait qu'ils ont dit hey, on va vous mettre des flashbacks puis des choses de hey, tu te rappelles-tu de ça? Mais si tu n'as pas vu le film, tu pourrais voir de Final Reckoning sans voir les autres films parce qu'on te met tellement ça dans la face de hey, oublie pas ça, on te rappelle ici, t'es comme fuck. C'est trop là. À la longue, c'est trop. Surtout quand tu viennes, comme moi, d'écouter tous les autres films de la série, tu fais comme ah, c'est comme trop. Puis ça rajoute du temps dans le film qu'on aurait pu passer à côté. Sinon, Sous-marin, scène fantastique, pas de son, pas de musique. Mais pas de son, c'est faux, mais pas de musique, en tout cas le moins possible. Et les avions. Les avions, là, j'étais au bout de mon siège, là. C'était incroyable. Honnêtement, même si le film était un petit peu long, cette scène-là était folle. Folle. Puis, on va revenir un petit peu de qu'est-ce que je pense de la fin du film, vraiment la fin, comme les dernières scènes avec Tom Cruise, à savoir est-ce que c'est vraiment la fin ou non. Ça, on va revenir ça dans la vidéo de Mission Impossible, fait que je vous dis ça là, peut-être qu'elle est déjà sortie, peut-être qu'elle est sortie avant cette vidéo-là que je suis en train de faire. En tout cas, je veux pas trop me répéter, fait que c'est pour ça que je coupe ça là, la Mission Impossible, mais une des meilleures franchises de l'histoire, qui a duré sur bientôt 30 ans. Ben, l'année prochaine, ça va faire 30 ans que le premier opus est sorti, mais en tout cas, sur 29 ans, je trouve que c'est une des sagas qui s'en sort le mieux dans le temps. Donc, chapeau à Monsieur Tom Cruise en personne. Et on termine avec un film le premier film de Ryan Coogler, parce que Sinners, honnêtement, j'ai vraiment très apprécié et je me suis penché un petit peu plus à sa filmographie à Ryan Coogler. Et j'ai vu qu'il y avait un film qui sortait, qui était 2013, sorti en 2013, qui s'appelle Furtivale Station, la station furtive. En tout cas, je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont traduit, mais je l'écoutais en VO parce que comment je voulais l'écouter, il l'avait pas en VF et je me suis penché vers la VO, ça me dérange pas non plus. Quand il y a les sous-titres anglais qui suivent aussi, parce que ça m'aide à me concentrer au film premièrement et ça m'aide plus à suivre parce qu'il y a certains acteurs des fois, peu importe le film, qui a un accent ou qui parle d'un anglais un petit peu avec moins d'articulation que mon prof de secondaire 5 veut nous parler. Bref, tout ça pour dire que j'ai très bien aimé. Honnêtement, quand j'ai écouté le film la première fois, je l'ai vu une fois, excuse. Quand j'ai écouté le film, je me suis dit, ok, c'est correct. Ça une porte, c'est un petit portrait sur la situation de cet homme joué par Michael B. Jordan. Là, quand tu remarques ça, tu te dis, ok, Michael B. Jordan a joué dans tous les films de Ryan Coogler, qui est quand même cool d'avoir un acteur fétiche. Mais là, t'es comme, ok, c'est juste le portrait de sa vie qui arrive, ci, ça. C'est le après. Moi, c'est vraiment le après-film que j'ai fait. Oh, attends une minute, là. Ce film-là est sorti il y a 12 ans. Il recules en 2020-21, toute l'histoire du Black Lives Matter avec George Floyd, puis là, t'es comme, oh, attends, là, c'est tellement plus gros que qu'est-ce que c'est, je trouve. Ou c'est peut-être avec le temps que le film a fait, oh, attends, là. C'est encore d'actualité, ce film-là. C'est que le portrait de ce homme-là, ça aurait pu être un genre de biopic sur George Floyd, sur comment que certaines communautés noires est maltraitées ou en tout cas, comment je pourrais dire ça? J'allais dire racisme systémique, mais je pense pas que c'est les bons termes. Mais en tout cas, il y a du profilage racial au niveau de la police. Et là, dans ce film-là, on le sent très bien. Comment est-ce qu'il s'appelle cet acteur-là? Kevin Durant, qui joue le policier. Quel salaud. Puis l'autre, c'est un autre jeune qui avait joué dans... je sais pas son nom. Mais si je mets son visage, vous allez le voir, mais je suis pas sûr que je vais mettre son visage. Est-ce que je l'ai mis? Seul vous le saviez. Moi aussi, je le sais, mais pas en ce moment. Bref. Donc, c'est ça. Donc, on suit Michael B. Jordan. Et je trouve que le film m'a fait tellement réfléchir après la séance que je me suis dit, il a réussi son coup. Au début, j'avais mis 3 étoiles sur 5 sur
sur Letterboxd. J'ai mis une petite demi de plus parce que j'ai pensé tellement au film après l'avoir vu que je me suis dit, travail accompli. Genre, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait te remettre en question la situation de ces communautés-là, aujourd'hui. Puis je trouve que c'était un très bon film, très bon premier film. Après ça, Ryan Coogler, on le connaît pour Creed, ensuite Black Panther 2 et récemment Sinners. Donc 5 films, j'allais dire très bons. Par contre, Black Panther 2 est très loin d'être un chef-d'œuvre. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se revoit pour une vidéo soit d'achat, soit celle de Mission Impossible. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. Ou sinon, ben, un autre visionnage du mois qui va être celui de juin, donc le mois prochain. Et peut-être une autre vidéo d'ici à là sur la chaîne. Je vais recommencer à faire des shorts sur mes steelbooks parce qu'il me reste encore une partie. Et je déménage bientôt, donc j'aimerais ça toutes les finir avant de les mettre dans les boîtes. Donc sur ça, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez, faites ce que vous voulez. Sur ça, je vous dis ciao, à la prochaine.